Ce qu'il y a de fascinant avec la théorie de Vibes of Cosmos, c'est qu'elle se peaufine de livre en livre. Sturgios vient de sortir le livre 6 de son opus et j'ai décidé de vous en présenter quelques morceaux choisis, car d'après lui, nous vivons sur Mars. Déclaration plutôt surprenante, n'est-ce pas? Eh bien, vous allez voir que ce qu'il propose là est absolument fascinant. Mais tout d'abord, il est important de comprendre ce que cette carte Plasma Moon signifie aux yeux de Sturgios et ce qu'il en retire. Une réflexion en rayon X de la surface de la Terre sur la Lune plasma, qui n'est pas en 2D, mais en 3D. C'est-à-dire que chaque détail imprimé sur ce plasma indique une géologie particulière de la Terre et de ses océans, déterminée par les différents gradients de couleur du plus clair au plus sombre. Les gradients sombres représentant les zones terrestres et leur relief, volcans, montagnes, lacs, etc. Les gradients clairs représentant les océans et leur profondeur, ainsi que le relief de leur plancher. Et à partir de là se développe une théorie extrêmement élaborée qu'il a expliquée dans ses livres précédents et qui, dans celui-ci, se synthétise d'une manière somme toute logique. Non seulement les différentes couches atmosphériques sont détaillées en termes d'altitude et de pression, mais aussi les différentes couches subaquatiques avec leurs pressions respectives, ainsi que le relief de leur plancher, comme je l'ai dit plus tôt. Les différentes couches terrestres sont également expliquées très en détail avec leur structure souterraine. Concernant la Lune, ses observations de sa face plasma indiquent que celle-ci reflète une image de la surface terrestre légèrement différente à chaque phase de pleine lune du mois lunaire, dans le sens où celle-ci oscille. Lisons ce qu'il dit. Comme nous l'avons observé, la phase de la Lune change légèrement à chaque nouveau mois lunaire. Ce qui change dans l'image de la phase de la Lune à chaque nouvelle lune pour exactement la même phase, ce sont les limites de son bord circulaire par rapport aux limites de sa phase respective. Dans l'exemple de demi-lune ci-contre, nous avons la même phase de lune, le premier quartier, mais pour 2 mois lunaires différents, celui du haut étant photographié en 2021 et celui du bas en 2024, 2 mois lunaires aléatoires. Comme on peut le voir, l'axe Y des axes des phases de la Lune est plus décalé vers la droite sur l'image de 2024, alors qu'en haut, il est clairement plus à gauche. De même, le cercle qui ferme la Lune sur le côté droit, dans la Lune inférieure de 2024, révèle beaucoup plus de surface que dans la Lune supérieure de 2021, où il apparaît moins compressé. Comme nous l'avons souligné dans les analyses précédentes, cela se produit parce que le centre de mouvement en spirale de la Lune subit une oscillation à l'intérieur du cercle arctique, ne sortant pas du centre de ce cercle exactement chaque mois lunaire. Ce phénomène sera mieux compris avec les exemples suivants qui concernent la phase de pleine lune de la Lune. Cette observation nous montre, d'une part, que la Lune fonctionne comme un réflecteur circulaire légèrement concave, comme ceux que l'on trouve dans les virages des routes de campagne, qui déforment légèrement ce qui est proche et au centre en le rendant un peu plus grand, tandis que les objets et les lieux éloignés apparaissent plus petits et comprimés. D'autre part, il nous montre que la Terre est beaucoup plus grande, révélant même s'ils sont comprimés des points encore plus extrêmes de la Terre en fonction du mois lunaire. On constate qu'il y a un déplacement du centre du mouvement en spirale de la Lune, et donc pour chaque lune, il se trouve à un point différent. Elle se déplace à l'intérieur du cercle polaire arctique dans un rayon de 2500 km au maximum, effectuant une oscillation dans toutes les directions. Ce fait rend le mouvement lunaire multispiralé. Si nous incluons les zones extrêmes qui sont vues par différentes pleines lunes et que nous les joignons, nous comprenons alors que la Terre est beaucoup plus grande et que ce que nous appelons le dôme électromagnétique n'a pas de frontière fixe, mais subit une oscillation. Ce phénomène d'oscillation du centre de la Lune nous permet de comprendre que les limites de notre champ au niveau de la mer n'existent pas ou, si elles existent, qu'elles ne sont ni standards ni solides. Sur le plan cartographique, en incluant les zones extrêmes révélées et en neutralisant l'effet de creux que produit l'image de la Lune, on obtient alors la carte étendue de la Terre, présentée dans les pages suivantes. Parlons maintenant de la Pangée à l'ère du Lion. À l'ère du Lion, c'est-à-dire environ 12 000 ans avant aujourd'hui, le continent de la Pangée possédait toutes les zones climatiques et toute la vie qui existait alors, puisque les autres continents étaient en période glaciaire. Et en créant cette cartographie étendue du monde, nous avons pu voir pour la première fois en détail la ligne côtière extrême de la Pangée sur le bord extérieur gauche de la carte. Après un gros travail de précision sur cette ligne côtière telle qu'elle est réellement, en fonction de la texture et de la profondeur des fonds marins, le résultat fut cette forme qui, croyez-le ou non, ressemble très précisément au royaume de Mordor, une région de la Terre du Milieu, un univers de fiction créé par Tolkien et repris dans Le Seigneur des Anneaux. Et cette carte dont parle Tolkien, Middle Earth in the Third Age, la Terre du Milieu pendant le Troisième Âge, l'âge du Lion,
se rapproche à tout point de vue du relief côtier de la Pangée à son extrémité gauche, tant sur le plan de l'emplacement des lacs que celui de la précision du compas ou même de l'échelle kilométrique. L'histoire devient un mythe et le mythe une légende. Petit rappel maintenant sur le fonctionnement du soleil noir pour aborder le mouvement des luminaires au-dessus de nos têtes. Le soleil noir est une bobine Tesla à plusieurs niveaux qui, dans ce domaine, est imprégnée du mouvement des luminaires, c'est-à-dire des étoiles. Il est la source de toutes les fréquences et du champ électromagnétique. En changeant de position et en se déplaçant vers le bas dans des orbites en spirale, il crée d'autres angles d'attaque vers le plan de la Terre. La réflexion dans le plafond du champ électromagnétique, la réfraction, la concentration conique et la focalisation du rayonnement et des fréquences Y nous donnent le Soleil, tandis que le rayonnement X nous donne la Lune. En raison des différentes fréquences propres et de la nature de ces fréquences ionisées, nous avons des périodes différentes dans leur mouvement. Dans les champs éthériques suivants d'en haut, nous trouvons également les niveaux correspondants des bobines Tesla d'en bas. Concernant les étoiles vagabondes, voici ce que Sergios nous dit. Mercure et Vénus se déplacent de manière héliocentrique et sont en quelque sorte des reflets du Soleil. Elles suivent le Soleil dans les constellations et lorsqu'elles reculent dans leur orbite circulaire, alors que le Soleil se déplace normalement, on dit que ces champs sont rétrogrades. L'empreinte du champ éthérique de Mars se déplace de manière géocentrique et se voit sur le plafond de ce champ concaténé. C'est le premier luminaire que l'on peut voir qui se déplace de cette manière. Pour trouver le champ de la Terre dans le champ de Mars, nous cherchons d'abord quelque chose de très petit, dont la longueur est d'environ 1 sur 500. Après avoir exploré tous les points possibles, nous avons abouti à l'endroit indiqué sur la carte de la page 92. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le soleil noir à ce niveau donne un autre mouvement en faisant tourner un champ à l'intérieur du champ plus grand dans lequel il est contenu. En observant la texture et la surface de cette empreinte sur ce que l'on appelle Mars, nous observons les points communs avec l'empreinte sur la Lune. En procédant pour Mars de la même manière qu'avec l'image étendue de la Lune pour voir la carte étendue de la Terre, nous obtenons la carte étendue de Mars, dont un tout petit morceau est la Terre. Nous vivons sur Mars. Tous ces éléments se situent donc dans le champ plus vaste de Mars, qui a apparemment une existence matérielle et constitue une extension d'une autre. Dans ce cas, notre plus petit champ est situé dans un très petit voisinage de Mars. Le rapport des distances est d'environ 1 pour 500. En étudiant attentivement la texture de Mars, nous avons constaté que la Terre ne peut pas être plus grande que 1 sur 100 et plus petite que 1 sur 1000 de la longueur de Mars, ce qui est également confirmé par d'anciennes mythologies et légendes. Nous avons également remarqué que tout le champ de la Terre se trouve dans un seul grand cratère. La taille des cratères martiens présente une moyenne statistique et un écart type, ce qui explique également cette fourchette de taille. En examinant attentivement tous ces cratères de taille moyenne, nous avons constaté que la texture et la zone environnante des cratères correspondants dans la comparaison correspondent à la texture de la Terre. De la même manière que l'arrière-plan de la Terre est capturé sur la Lune, l'arrière-plan de la Terre élargi est capturé sur Mars, un champ éthérique plus haut. Comme nous le voyons dans ce numéro, la Terre s'étend beaucoup plus loin. Ici, nous voyons que même la Terre étendue ne représente qu'une toute petite partie de Mars. Nous ne pouvons pas savoir avec certitude s'il existe d'autres systèmes comme le nôtre dans le grand champ martien, mais c'est une question qui est à l'étude. S'il existe d'autres systèmes avec des soleils, il y aura des zones circulaires dégelées à certains endroits qui composeront de nouveaux mondes. À notre époque, la région de l'Australie et du Sud est celle qui favorise la possibilité d'un autre système au-delà et à proximité de la zone de ceinture qui borde notre système. En observant les animaux et les plantes de cette région, nous constatons qu'ils sont très différents des autres. De plus, il existe trop d'espèces d'animaux et de plantes qui n'existent qu'à cet endroit. Les preuves de 2 périodes glaciaires, la grande et la petite, en Inde, en Asie centrale et en Océanie, nous amènent à penser à l'existence d'un système voisin au sud de l'Australie, où son bord est passé de certaines régions à la nôtre et a affecté ces régions comme l'Asie du Sud, l'Océanie et la Lémurie, il y a environ 10 000 à 6 000 ans. Ce système voisin a interagi dans les régions où il est apparu, modifiant le climat avec un autre soleil, faisant de ces régions une partie de ce système. Si ce système s'est déplacé normalement, son point de départ devrait se situer entre 5 et 10 000 km au sud de l'Australie. La vue d'ensemble nous montre donc un monde gigantesque composé de vastes océans et d'immenses continents.
L'espace est si vaste que si notre champ magnétique réfléchi sur la Lune à un diamètre de 50 000 km, celui de Mars est d'environ 250 millions de kilomètres. Dans ce cas, l'existence d'autres systèmes est possible, de même que l'existence d'autres formes de vie. Ces champs ne peuvent entrer en contact et interagir que pendant certaines périodes où les conditions physiques le permettent. Il est également possible que ce champ soit lui-même un champ géant, avec des espèces géantes, et non de nombreuses petites espèces. Personne n'exclut que ces deux possibilités soient réunies. Rappelons que la ceinture électromagnétique dans notre champ au niveau de la mer n'est pas fixe en un point et oscille à chaque nouvelle lune. De plus, les points d'approche changent à chaque saison en fonction de la glace. À chaque ère cosmique, la zone dégelée se trouve à un endroit différent, de sorte que certaines époques bénéficient peut-être d'un accès plus facile. Si nous envisageons toutes les possibilités, il se peut que dans ce monde d'océans, il existe de nombreux systèmes proches ou non les uns des autres, plus grands ou plus petits, ou semblables aux nôtres. Tout ce champ matériel est donc imprimé au sommet de son dôme électromagnétique, ce que l'on observe en voyant le champ stellaire de Mars. Les empreintes des différents champs dus au mouvement des niveaux respectifs du Soleil noir apparaissent successivement sur les plafonds de ces champs électromagnétiques, l'un à l'extérieur, au-dessus, l'autre dans un mouvement qui compose une horloge cosmique qui compte à partir de Saturne et en dedans, tout en étant contenu dans le champ d'Uranus. En fait, c'est le principe des poupées russes, les amis. Parlons maintenant de la cosmogonie. La représentation symbolique de l'histoire de la Terre dans cet univers électromagnétique en fonction des champs qui existaient par période se reflète dans la mythologie grecque. Au commencement était Gaïa, Terre qui donna naissance à Uranus. Uranus, qui signifie le ciel, était la personnification du champ céleste, le firmament, et le dirigeant de la première génération sur la Terre, Gaïa. Il est l'un des premiers-nés, le plus ancien des dieux des éléments de la nature, et le fils premier-né de Gaïa la Terre. Chronos, Saturne, était le chef et le plus jeune de la première génération de Titans, divinité issue de Gaïa et d'Uranus. Il vainquit son père, Uranus, et régna pendant le mythique âge d'or, jusqu'à ce qu'il soit également vaincu par son fils Zeus. Zeus, Jupiter, après avoir obtenu la royauté de son père Chronos, est, selon l'ancienne théologie grecque, le père des dieux et des hommes. Il gouverne les dieux de l'Olympe. Arès, Mars, est le dieu de la guerre et l'un des 12 Olympiens, fils d'Héra et de Zeus. Phobos et Deimos étaient attachés à son char. Si nous décodons tout cela, nous pouvons comprendre que lorsque nous remontons le temps, nous nous éloignons également d'un champ éthérique. Chaque champ extérieur est beaucoup plus grand que le champ intérieur. Nous sommes actuellement dans la phase où un petit champ, le champ terrestre que nous pouvons voir sur la Lune, a été créé à l'intérieur du champ de Mars. C'est pourquoi dans la mythologie, il fut un temps où la Lune n'existait pas. Cette époque était antérieure à la création de notre champ, la Terre. Cela ne signifie pas que le sol, la Terre, Gaïa, n'existait pas. Ainsi, sur le même sol, dans une petite partie d'un champ plus grand, un champ plus petit a été créé. Auparavant, le grand champ de Mars a été créé à l'intérieur de l'immense champ de Jupiter, tandis qu'encore plus tôt, Jupiter a été créé à l'intérieur de Saturne. Avant même la création de Saturne, le temps a commencé dans le champ d'Uranus. Voilà pour cette première partie, les amis, qui propose une sérieuse matière à réflexion et qui me fait penser à cette carte de Nokofundes, qui présente de manière très artistique une multitude de mondes sur un plan terrestre, et que je n'ai jamais réellement considéré, la regardant comme étant farfelue. Eh bien, voyez-vous, après cette analyse très pointue de Vibes of Cosmos, elle revient à mon esprit comme une métaphore, qui a probablement sa raison d'être. Dans la partie 2, nous aborderons les taches solaires et les cratères dans leurs détails, en tout cas pour 200 d'entre eux. Vous pouvez télécharger cet album numérique moyennant une petite contribution en suivant le lien qui se trouve en description. Merci de votre attention, les amis, et à très bientôt sur ITV.